En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré hier 10 villages et quelques quartiers de la commune de Mungwalu qui étaient sous contrôle de la milice Codeco dans les territoires de Djougou. Les membres du gouvernement Sama 2 sont en session de renforcement des capacités dans le but de s'imprégner de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Controverse autour du tournoi Fatih Cup, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo, dément la rumeur selon laquelle la FIFA et la CAF soutiendraient cette initiative du ministre des Sports congolais. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Télé 50 pour vous informer. Poursuite ce mercredi du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement Sama 2. Objectif, imprimer la vision du gouvernement aux nouveaux, tout comme aux anciens ministres en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Revenons sur ce qu'a été l'ouverture avec le Premier ministre. Le Premier ministre Samalou Kondé a réuni tous ses ministres pour un séminaire de renforcement des capacités de 2 jours à la veille du 2e anniversaire de sa validation par le Parlement. Le séminaire sera ponctué de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental de cette équipe, appelée à apporter des réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral, avec en toile de fond un second mandat pour le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces assises, il convient de le dire, se tiennent justement sous le haut patronage du président de la République. Et ils interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux différents intervenants. Le chef du gouvernement a dit espérer que les exposés qui seront présentés par différents intervenants mettront en évidence les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement. Il est important de souligner que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devra clôturer ses assises. La Commission électorale nationale indépendante a lancé à Kinshasa des journées portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et la crédibilité du processus électoral en RDC. Le goût de ces journées qui vont durer 8 jours a été donné par le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara. Dans son speech, il a abordé et réitéré la volonté de la CENI d'organiser les élections générales en décembre 2023 avant d'épingler l'importance de ces journées portes ouvertes. La CENI aujourd'hui est à date avec toutes les opérations. Cela veut dire que le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Bien avant, les rapporteurs de la CENI, Patricia Nseya, a souligné que ces journées qui ont commencé avec la presse concernant les activités d'identification des électeurs en vue de la tenue des prochains scrutins. Les activités d'application pour lesquelles nous organisons ces journées sont prévues dans le calendrier électoral en vue de la finalisation de la consolidation et du traitement des données collectées lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Les activités d'identification des électeurs prévues dans les calendriers électoraux sont organisées du 15 avril au 14 mai de l'année en cours en vue de la finalisation et la consolidation du traitement des données collectées lors des opérations. Il s'y est dénoté que la CENI a également annoncé la clôture définitive des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs sur toute l'étendue du territoire national et dans les 5 pays sélectionnés. Après 5 jours de combat, toutes les positions de la milice Codeco sont passées sous contrôle des FARDC qui ont délogé ces rebelles jusque dans leur bastion à Mbaou et tous les littoraux de la rivière Ituri qui leur servaient de base arrière. Cette reprise est les résultats des opérations militaires dans cette région située à une centaine de kilomètres au nord de Bunia.
Les activités économiques et scolaires ont repris dans ces entités où les positions des FARDC ont été renforcées d'après les sources locales. Les miliciens de la Codeco s'étaient installés depuis leur incursion le vendredi dernier dans 3 quartiers de Mungwalu et d'autres localités minières proches dont Nzebi, Andissa, Kotolu et Matara. En marge de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation ce 29 avril au stade des Martyrs, le président de l'association Les Amis d'Alex Kalenda a sensibilisé les filles et fils du district de Moamba, notamment ceux du quartier Kingabwa, pour prendre part à cette activité. Accueilli chaleureusement au quartier Kingabwa dans la commune d'Elimété, le parlementaire de l'UDPS et président de la fondation qui porte son nom, Alex Kalenda, s'y est rendu dans les buts d'une causerie morale avec sa base, entre autres les femmes, en vue de préparer la réélection de Félix Tshisekedi. Je suis venu rencontrer mes amis de Kingabwa. Ils s'appellent les amis d'Alex Kalenda. Dans le cadre du mois de la femme, c'est dans ce cadre-là que je suis venu pour partager un peu et puis faire une causerie morale, surtout des réarmements, parce que nous sommes pendant une période où la base doit être debout pour les prochaines élections. Donc nous devons être nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques sur terrain pour mobiliser la base, parce que cette base-là doit répondre à un rendez-vous à la fin de cette année ici. Donc la base ira aux urnes. C'est ainsi que nous sommes appelés à être tout le temps en contact avec cette base. Réagissant aux propos expansionnistes de Paul Kagame, le président des amis d'Alex Kalenda rassure les siens que le Congo reste un et indivisible. Le Congo ne sera jamais divisé. Nous n'allons pas céder aucun lopin de nos terres parce que les limites sont là. Les limites existent depuis l'époque coloniale. Donc c'est nous qui devons au contraire réclamer nos terres qui se trouvent au Rwanda. Dans son discours, Alex Kalenda a aussi sensibilisé sa base de Kingabwa sur la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée prévue ce samedi 29 avril 2023. En approche des élections, 2 camps majeurs doivent s'affronter pour la conquête du pouvoir. L'Union sacrée de la Nation réunie autour de Félix Tshisekedi va officiellement annoncer sa sortie à la fin de la semaine. De l'autre côté, les leaders de l'opposition, entre autres Katumbi, Fayulu Sesanga, Matata, se regroupent pour contrer l'Union sacrée de la Nation. Cependant, quelles sont les attentes de la population face à ces 2 camps? Éléments de réponse dans ce reportage de Kaboa. Les élections de 2023 s'annoncent très stratégiques pour les 2 camps qui doivent s'affronter en vue de conquérir les pouvoirs. Le 5 avril dernier, plus de 300 différents partis politiques ont signé dans la charte constitutive de l'Union sacrée de la Nation. Ce samedi 30 avril va se tenir la sortie officielle de ces regroupements politiques au stade des Martyrs. L'opposition au pouvoir de son côté s'est tenue en conclave le 14 avril dernier à Lubumbashi afin de mener conjointement des actions pour obtenir des élections crédibles dans les délais constitutionnels. La première action est une marche pacifique qui va se tenir le 13 mai prochain à Kinshasa. Cette manifestation aura pour but de dénoncer l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo, la vie chère et la misère du peuple, les processus électoraux chaotiques. Plusieurs défis attendent ces regroupements politiques de la part de la population congolaise. M. Joseph a tenu les élections en 2018. Lui étant président comme Tshisekedi actuellement, il a tenu les élections. Le problème c'est que M. Tshisekedi qui tient lui aussi les élections, comme a fait Raïs. Depuis longtemps, opposition, majorité, nous étions avec les KJ, FCC, tout cela, donc nous les peuples, donc on ne bénéficie à rien. Il faudra noter que jusqu'à présent, la date des élections présidentielles et législatives de ce décembre 2023 est encore incertaine. Rencontre entre le vice-gouverneur de la province du Haut-Lomami, Loueka Martin, et le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Pour Fabien Moutombe, il est urgent de vérifier l'état de la voie ferrée portant des Kabongo vers les grandes agglomérations du Grand Katanga en cette période que la pénurie en farine de maïs se fait sentir.
dans le but d'identifier les stocks de vivres embarqués à la Société nationale des chemins de fer au Congo. Le directeur général de la SNCC est arrivé à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Fabien Moutombe a fait le point avec les vice-gouverneurs du Olomami, Loueka Mataka Martin. Nous sommes venus jeter un coup d'œil dans l'interland agricole, voir un peu ce que nous avons à Kitenge, à Lengue, dans les différents points agricoles, ce que nous avons et organiser les mouvements vers les centres de consommation afin de répondre à la grande préoccupation alimentaire qui préoccupe le président de la République. La voie ferrée Kabongo-Kamina vers les grandes agglomérations n'est pas en parfait état. Le 3641 km, la moitié, est en état de délabrement très avancé, a signalé le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. La voie ferrée, la SNCC, ça, vous avez 3641 km. Et sur les 3641 km, la moitié, c'est dans un état de délabrement. Il y a un programme national de réhabilitation de notre chemin de fer. En attendant, nous évoluons avec les dépannages ponctuels qui essayent quand même, dans la mesure de leurs possibilités, de donner des réponses adéquates. Le gouvernement central de renforcer le relèvement de cette société des chemins de fer pour relier les provinces couvertes par les rails. Un fait social dans ce journal, ils sont présents dans les grandes artères de la ville de Kinshasa et facilitent tant soit peu les déplacements des Kinois, mais les motocyclistes sont souvent victimes de tracasseries de la part de certains agents mandatés par les autorités de la ville. Hormis cela, la ville n'a pas encore aménagé assez d'espace pour leur stationnement. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui dominée par la présence massive des motocyclistes. Ces conducteurs des taxis-motos remplissent les coins et recoins de la ville, facilitant ainsi le déplacement de la population, comme le témoignent ceux Kinois interrogés qui plaident en faveur de ceux qui n'ont pas accès à certaines communes, telles que celle de la Gombe, parce que interdit par les autorités. Il appelle l'État congolais à équilibrer les choses en encadrant ces Congolais qui se battent pour le pain quotidien. Interdit les motards d'arriver à Gombe, mais je trouve que c'est privé aux gens le moyen de déplacement. Nous savons tous qu'à Kinshasa, nous éprouvons des énormes difficultés de transport, ok? Mais ce n'est pas seulement les transports comme le font les autres, mais ces jeunes gens ont créé les emplois. Il suffit tout simplement de les encadrer, les orienter pour que cela devienne, génère des recettes aussi à l'État. La présence massive des motocyclistes à Kinshasa se traduit aujourd'hui en une véritable solution pour les Kinois puisque cela facilite justement le déplacement de ces derniers. Mais ces Congolais, pour la plupart venus du Grand Kasaï, excellent en tout cas dans des actes qui vont justement à l'encontre de la loi. Il y a donc lieu pour l'État congolais de pouvoir imposer son autorité afin de faire appliquer la loi, car dit-on, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Unis comme un seul homme, les cadres et agents de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ont dans un mémo adressé ce mardi au chef de l'État et à l'opinion nationale réfuté toutes les allégations mensongères qui ne les concernent pas distillées dans la presse et les réseaux sociaux contre la direction générale tenue par Miguel Katemba. Face aux accusations mensongères diffusées dans les réseaux sociaux et sur certains médias, les agents et cadres ont finalement pris l'initiative de réagir par rapport aux propos qu'on leur attribue malencontreusement par un clan minoritaire lié à l'ancien système qui se sent menacé par le contrôle qui arrive bientôt et qui sera certainement démasqué et plusieurs réseaux mafieux dans lesquels ils sont impliqués et leurs intérêts seront réellement menacés au bénéfice de la population congolaise. Ces cadres et agents sont montés au créneau pour dire non à la campagne Katemba Kachal Bashing qui vise à salir l'image du nouveau directeur général qui fait ses preuves à la tête de cet établissement public. Nous voulons exprimer notre profonde indignation
de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARSP que nous sommes, alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés a pour mission essentielle de permettre l'accès des opérateurs économiques congolais aux chaînes des valeurs des entreprises principales dans tous les secteurs de la vie nationale. Et en accomplissant cette mission essentielle, l'ARSP permet de rendre compétitives les petites et moyennes entreprises congolaises, de promouvoir la main-d'œuvre nationale, mais aussi et surtout de créer une classe moyenne congolaise. Desserte en énergie électrique dans la province de la Tchopo, les pièces endommagées du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de cette province ont été ramenées dans les ateliers de la Gécamine à Likessi et à Kolwezi pour réparation. C'est à bord d'un nouvel avion des dernières générations de l'armée belge que sont acheminées les pièces du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo à la Gécamine dans le Haut-Katanga pour réparation. Une aubaine pour la ville de Kisangani, grâce à l'implication de la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangu, qui a su convaincre l'armée belge à mettre à la disposition des Enabel cet appareil qui n'a que 6 mois depuis sa fabrication pour faciliter les transports de ces pièces dont les travaux de réhabilitation sont assurés par Enabel et la SNEL, exécutés par la Gécamine. Le directeur provincial de la SNEL, Alphonse Kitambala, parle de la durée de ces travaux et de la capacité énergétique après réparation. La durée des travaux est prévue 3 mois. Après 3 mois, dès que les matériels sont au niveau de la Gécamine, dans 3 mois, les travaux seront terminés et l'armée belge va encore faciliter le retour des pièces ici à Kisangani. Au mois de mai, les travaux seront terminés à la Gécamine et nous pensons qu'au mois de juin, sauf imprévu, le groupe numéro 3 sera au réseau. La gouverneure de la province, très heureuse, a manifesté sa joie et appelle la population tchopolaise à l'apaisement. Nous demandons à la population d'avoir encore un tout petit peu de la patience et je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons le courant stable dans la ville de Kisangani. Nous avons patienté pendant longtemps, ça nous demande plus que quelques mois pour que nous puissions retrouver l'électricité dans la ville. En dehors de ces travaux, les pièces du groupe numéro 3 sont déjà en pleine réparation grâce à la SNEL, sous l'œil regardant de la gouverneure et dont la fin des travaux est prévue pour le mois de mai et sera remis en juin au réseau pour une valeur ajoutée de 6 MW pour enfin produire plus de 19 MW sur toute l'étendue de la ville de Kisangani. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud fait toujours partie de la Cour pénale internationale, mais les dilemmes persistent pour le président Cyril Ramaphosa, qui pour le pays membre de la CPI est censé arrêter Vladimir Poutine à son arrivée en août prochain dans la République sud-africaine. Sortir ou non de la CPI, tentative de réponse dans ce récit de Benjamin Moudiata. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, a exigé que le pays critiqué depuis les débuts de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou quitte la Cour pénale internationale, selon la déclaration du président Cyril Ramaphosa le mardi 25 avril. Sachant que la CPI a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour les crimes de guerre des déportations d'enfants ukrainiens. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite du président finlandais Sauli Niinisto. Pretoria doit accueillir en août un sommet de BRICS, groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Membre de la CPI, le pays est théoriquement censé arrêter le président russe s'il entrait sur son territoire. Poutine peut venir à tout moment dans ce pays, a déclaré plus tôt le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, lors d'une conférence de presse. La CPI ne sert pas les intérêts de tous, mais ceux de quelques-uns, a-t-il ajouté. Selon Cyril Ramaphosa, la décision de l'ANC en faveur d'un retrait de la CPI a été prise en grande partie en raison de ce qui est perçu comme un traitement injuste de certains pays par la Cour. Pour la petite histoire, l'Afrique du Sud avait déjà voulu se retirer de la CPI en 2016 après une visite de l'ancien président soudanais Omar El-Béchir.
Pretoria avait refusé de procéder à l'arrestation de ce dernier, également visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Quant à la question de savoir si l'Afrique du Sud arrêtera Poutine, le président Ramaphosa a déclaré que la question était à l'étude. En l'international, Volodymyr Zelensky a dénoncé hier mardi une attaque russe barbare à Kupiansk, dans cette ville de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. La chute d'un missile a touché un musée d'histoire, tuant ainsi 2 femmes et blessant 10 autres personnes, selon le bilan provisoire communiqué par le président ukrainien. Par ailleurs, l'Allemagne, qui participe à la surveillance de l'espace aérien des États baltes, affirme avoir intercepté 3 avions de reconnaissance militaire russes au-dessus de la mer Baltique. En sport, controverse autour du tournoi Fatih Cup. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo, a au cours d'un point de presse organisé hier mardi à Kinshasa éclairé l'opinion publique quant à l'organisation de cette compétition. Ce dernier dément l'information plaçant la FIFA et la CAF régissant le football au cœur de cette initiative. Présenté comme principaux partenaires financiers de ce tournoi par le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo Mwana Kabolo, la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football semblent ignorer l'affaire. Le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo, a démenti cette information tout en éclairant la lanterne rouge sur les 10 sujets. Le tournoi Fatih au niveau de... Il y en a des tournois qui portent des autres non des présidents. Si la zone UNIFAC va organiser un tournoi dans ce sens-là de jeunes, on va le soutenir. Parce que c'est ça notre but, soutenir le développement du football. Mais dire qu'on a l'initiative, moi je ne suis pas au courant. Mais dire que la CAF soutiendrait un tel tournoi, bien sûr. La FIFA aussi soutenir, parce que c'est ça le sens de notre métier. Soutenir le tournoi et le développement du football, oui. Ces révélations suscitent désormais des doutes quant aux véritables motivations de l'organisation de cette compétition. En sport, toujours, c'est désormais officiel. La FIFA a installé hier mardi un comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association pour essayer de remettre le show sur le rail avant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et élective. Le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo, accompagné des émissaires de la FIFA, a peint le tableau sombre du football congolais et précisé la mission assignée au comité de normalisation. Au cours de ces points de presse organisés à Kinshasa, la Fédération internationale de football association a peint un tableau sombre du football congolais avec notamment l'arrêt du championnat national, abus sexuels sur mineurs et le crash raté par les Léopards U23 lors du voyage pour l'Algérie. Des falsifications de documents administratifs, des allégations persistantes d'abus sexuels. On a tous suivi l'actualité sur les réseaux sociaux avec des accusations quand même assez graves. Et ce n'est pas un secret qui a eu, parce qu'il y a eu un communiqué de la FIFA qui a même eu un entretien qui a été suspendu provisoirement en attendant que l'enquête se poursuive. La FIFA ou la CAF ne veut régler des comptes à personne. Le comité de normalisation aura pour but principal d'organiser de bonnes élections à la tête de la FECOFA, explique Véran Mosengo. Rien n'est au-dessus de l'intérêt du football africain et congolais. Rien. On peut être amis, frères, mères, on ne touche pas à l'intérêt du football. Même notre amitié ne pourrait pas m'empêcher d'appliquer la loi. J'ai mis des règles à régler à personne. Pour quelle raison? Il y a eu des décisions, pour certaines, la décision qui a été prise dans des instances qui ne fait même pas partie. La FIFA tient à préciser qu'aucun membre du comité de normalisation ne sera éligible pour le poste à pourvoir lors des élections à venir au sein de la FECOFA. Le mandat de ces derniers court jusqu'au 30 novembre de l'année en cours. Place au rappel des titres. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré hier 10 villages et quelques quartiers de la commune de Mongwalu qui étaient sous contrôle de la milice Codeco dans les territoires de Djougou. Les membres du gouvernement Sama 2 sont en session de renforcement des capacités dans le but de s'imprégner de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi.
Controverse autour du tournoi Fatih Cup. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véran Mosengo, dément la rumeur selon laquelle la FIFA et la CAF soutenaient cette initiative du ministre des Sports. Dans un instant, c'est la revue de presse. On va fêter à présent les journaux parus ce mercredi avec Christian Kalonji qui nous rejoint sur l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent depuis la Mayotte grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, la CENI boucle les opérations d'enrôlement des électeurs. Effectivement, Bédrine, l'annonce avait été faite hier par les autorités de la centrale électorale via un communiqué parvenu à la presse dont à 7 sur 7.2. Ça signifie donc que le train du processus électoral est déjà en marche. Pas question donc de reculer cap vers les élections de décembre 2023. Selon la centrale électorale, cette annonce marque donc la clôture, Bédrine, définitive des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national ainsi que les 5 pays sélectionnés pour la phase pilote. La CENI, qui déplore les incidents malheureux survenus durant ces opérations, remercie, Bédrine, les Congolais pour leur participation massive. Politico.cd renseigne que la CENI apporte donc des précisions en ce qui concerne les territoires marqués par l'insécurité, à l'instar des territoires de Kouamouk dans la province de Maïndombe, de Massissi, une partie de Niragongo et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ainsi qu'une partie de la commune de Maluku dans la ville-province de Kinshasa. Pour la centrale électorale, l'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays est tributaire donc de l'amélioration des conditions sécuritaires. Comme vous le voyez, abordons le même sujet. Actu30.cd révèle un chiffre important à retenir, Bédrine. D'après donc ce média en ligne, les centres d'inscription ont enregistré plus de 45 millions d'électeurs dans le cadre de la révision du fichier électoral, affirmation faite par Denis Kadima lors d'un échange avec les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes partenaires de la centrale électorale, Bédrine. Et on termine avec ce sujet en Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur la crise au Soudan. Rien ne va dans ce pays depuis quelques jours maintenant, Bédrine, et la question a donc été scrutée à fond par le Conseil de sécurité. Comme vous l'avez dit, la situation reste toujours fragile dans le pays, alors que les évacuations des étrangers se poursuivent. Pointe à Radio France Internationale, comme vous le voyez justement, le Conseil de sécurité s'est donc réuni en urgence mardi autour du Soudan pour faire le point. Bien qu'un accord de cessez-le-feu de 72 heures sous la pression des États-Unis et de l'Arabie Saoudite ait permis une certaine accalmie, Bédrine, les combats font encore rage, voire se sont intensifiés ces dernières heures, selon l'émissaire spécial des Nations Unies au Soudan, temporairement déplacé, lui, avec ses équipes à Port-Soudan. Les factions rivales du général Abdel Fattah al-Burhan et de son ancien numéro 2 ne semblent pas prêtes à négocier sérieusement. Chacune, Bédrine, serait convaincue de pouvoir emporter une victoire militaire. France 24, qui aborde le même sujet, parle d'un cessez-le-feu fragile, Bédrine. Ce média annonce que 245 civils ont déjà été évacués vers Paris. Et merci à toi, Christian Kalonji, pour toutes ces informations. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et c'est également la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue sur Balamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu